Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 août 2026 et notre cher ami, notre frère Scott Ritter est avec nous. Bon retour parmi nous, Scott. Merci de m'avoir invité. Pour commencer, Scott, j'aimerais vous poser une question toute simple. Comment analysez-vous la situation actuelle entre l'Iran et les États-Unis? Quand vous voyez la manière dont les Iraniens parlent de la guerre, dont Donald Trump parle de la guerre, et l'état du détroit d'Ormuz, que se passe-t-il selon vous? Quand vous prenez du recul et regardez la situation, que pensez-vous de ce chaos auquel vous assistez? Je pense que l'Iran négocie sur la base de faits avérés. Il agit dans le cadre de la réalité, telle qu'elle est dictée par ses performances durant le conflit qu'il a opposé aux États-Unis et à Israël. Il ne dépasse pas leurs limites. Tout ce que fait l'Iran est, vous savez, logique. Je ne dis pas que les gens doivent le soutenir. On peut dire « je ne soutiens pas ce que fait l'Iran ». Mais c'est une action logique, compte tenu de ce que nous savons des capacités de l'Iran. Ils ne prétendent pas pouvoir faire des choses qu'ils ne sont pas réellement capables de mener à bien. C'est exactement l'inverse des États-Unis. Donald Trump vit dans un monde imaginaire fortement influencé par des pressions qui ne viennent pas de la région où la guerre a été menée, mais plutôt de la politique intérieure, avec les prochaines élections de mi-mandat. Donald Trump cherche à donner une image qui plaît aux électeurs américains, mais qui ne reflète pas nécessairement la réalité. Comment voyez-vous le nouveau pacte de défense entre l'Arabie saoudite, le Pakistan, l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie? Parce qu'il y a différentes interprétations du côté iranien. La réaction de l'Iran a été très positive. On voit le ministre des Affaires étrangères s'exprimer, le ministère des Affaires étrangères. La réaction a été très positive. Même le nouveau chef du Conseil de sécurité nationale iranien a réagi positivement. En revanche, en Israël, 2 ministres ont déclaré que c'était une menace sunnite pour Israël. Erdogan, nous avons entendu la Turquie en parler. Ils disent que nous sommes en train de réunir. Vous savez, le ministre turc des Affaires étrangères, Fidan, a dit que l'Iran avait ses propres problèmes, mais qu'au final, nous avons besoin que l'Iran soit avec nous. Il n'a pas précisé si l'Iran allait les rejoindre ou non. Le Pakistan estime que tous les pays musulmans devraient se rassembler. Selon vous, quelle est la perception à Washington lorsqu'ils regardent ce qui se passe? Je pense que personne ne comprend exactement ce qu'est ce pacte. Enfin, vous savez, il est censé s'agir d'un pacte de défense collective plus ou moins calqué sur l'article 5 de la Charte de l'OTAN. Une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Mais, soyons tout à fait honnêtes là-dessus. À part les arrangements entre le Pakistan et l'Arabie saoudite, selon lesquels le Pakistan fournit des effectifs à l'Arabie saoudite, il n'existe aucune doctrine commune. Alors, certains disent que c'est l'OTAN du Moyen-Orient. Non, ce n'est pas le cas. Où est leur doctrine militaire unifiée? Des unités militaires saoudiennes peuvent-elles opérer avec des unités militaires turques de manière interopérable? Si vous mettez en ligne un bataillon saoudien et juste à côté un bataillon turc, peuvent-ils coordonner leurs opérations? Ont-ils la même logistique? Parlent-ils la même langue? Non. Le Pakistan? Non. Le Pakistan a ses propres forces, donc leurs forces aériennes ne savent pas combattre ensemble. Ont-ils une doctrine aérienne unifiée? Sont-ils capables de s'identifier mutuellement avec les codes IFF sans se tirer dessus et s'abattre les uns les autres? Donc, tout ça reste très théorique. Ils disent notamment que cela n'annule aucun accord de sécurité existant. Alors, comment gérer la Turquie et l'OTAN? Je veux dire dès le départ. Et puis, qu'en est-il, vous savez, d'une attaque contre l'un qui serait une attaque contre
Alors, qu'en est-il d'un conflit qui découlerait de la posture agressive de l'un des pays concernés? Vous savez, si le Pakistan se retrouvait engagé dans une guerre ouverte avec l'Inde, est-ce que cela veut dire que l'Arabie saoudite et la Turquie devraient venir au secours du Pakistan si l'Inde frappait le Pakistan en représailles à quelque chose qu'aurait fait le Pakistan? Vous savez, la Turquie occupe actuellement, selon certaines interprétations, Chypre, qui est membre de l'Union européenne. Elle occupe la Syrie. Elle occupe le nord de l'Irak. Si la Turquie se retrouvait engagée dans une guerre ouverte avec Israël à propos de la Syrie, l'Arabie saoudite viendrait-elle à son secours? Est-ce de la légitime défense? Le Pakistan viendrait-il au secours de la Turquie? Et que dire de l'Arabie saoudite et de son conflit en cours avec Ansar Allah au Yémen? Le Pakistan et la Turquie sont-ils censés venir au secours de l'Arabie saoudite? Ce pacte n'a aucun sens, absolument aucun. Donc je ne sais pas, vous voyez, c'est peut-être un pas dans la bonne direction. Mais quelle direction? Est-ce contre l'Iran? Ils disent que non. Ils disent que l'Iran n'est pas visé en particulier. Comme vous l'avez dit, les Iraniens ne semblent pas se sentir menacés par cela. Est-ce contre Israël? Eh bien, ils ne le disent pas, mais c'est ce que cela laisse entendre. Mais voici la grande question qui reste sans réponse. Quel rapport cela a-t-il avec l'architecture de sécurité dominée par les États-Unis qui est actuellement en place? L'Arabie saoudite n'a pas rompu avec les États-Unis. Donc la dernière fois que j'ai vérifié, l'Arabie saoudite est davantage redevable à l'Amérique qu'au pacte de la Mecque, car c'est bien de cela qu'il s'agit. La Turquie. La Turquie est membre de l'OTAN. Est-ce que la Turquie va vraiment s'opposer aux États-Unis tout en étant membre de l'OTAN? Ce pacte n'a aucun sens. Absolument aucun. C'est du charabia. C'est le chaos. Il faut y réfléchir davantage. Je veux dire, j'étais en Turquie et vous savez, je parlais avec des gens qui sont amis du régime d'Erdogan, issus des différents partis politiques, mais qui lui sont tout de même favorables. Vous savez, leur idée, c'était que la Turquie devrait s'aligner sur l'Iran, la Russie et la Chine. Et cet alignement entraîne en quelque sorte la Turquie dans la direction exactement opposée. Qui sait? Peut-être qu'il y a une vision derrière tout ça. J'ai du mal à imaginer qu'ils essayent d'écarter l'Iran de l'équation. Mais quand on y regarde de près, c'est un croissant conçu, au fond, pour contenir l'Iran. Ce n'est pas un croissant destiné à contenir Israël. Je pense donc que cette initiative a simplement eu lieu parce que ces nations s'inquiètent du vide créé par l'effondrement du prestige américain dans la région et qu'elles craignent que, vous savez, d'autres pays cherchent à en tirer parti. Israël, avec ses relations avec les Émirats arabes unis. Ah, c'est l'autre question. Qu'en est-il du Conseil de coopération du Golfe? Je croyais qu'il avait aussi une composante militaire. L'Arabie saoudite s'en est-elle retirée? Encore une fois, ce document n'a aucune portée. Et s'il n'a aucune portée, cela veut dire qu'il n'est pas applicable. Il y a beaucoup de points dans ce que vous avez dit, mais laissez-moi commencer par le premier, celui que vous avez évoqué à propos de Chypre. Je suis allé à Chypre. Je connais Chypre, la partie nord. Je suis allé dans la partie nord de Chypre, qui est sous le contrôle du gouvernement turc. Ils sont en majorité, enfin pas en majorité, tous, ce sont des Turcs. Ils parlent turc, leur culture est turque. Ils n'ont rien à voir avec la partie sud de Chypre. C'est pourquoi, vous voyez, c'est la même chose. Je suppose qu'on peut comparer cela à ce qui se passe dans l'est de l'Ukraine, qui était ethniquement russe, davantage lié aux Russes qu'aux Ukrainiens, si l'on peut le dire. Mais à Chypre, vous voyez, en fait, même la culture, la langue, tout est turc. La monnaie est turque. Rien. Vous ne voyez aucun lien avec la Grèce. Exactement. Mais voilà le problème. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous à 100%. Mais quel est le statut de Chypre du Nord au regard du droit international?
Ils ont l'ONU en deux camps. C'est exact. Mais voilà le problème. La Turquie considère Chypre du Nord comme une extension de la Turquie. Donc lorsqu'il s'agit, par exemple, d'explorer les ressources pétrolières et gazières dans les eaux autour de Chypre, la Turquie dit « c'est à nous ». Et Chypre répond « non, c'est à nous ». Et cela interfère avec les projets israéliens, vous savez. La Turquie applique la même logique à la mer Égée. Alors, que se passe-t-il? Le point que je soulevais, c'est avec Chypre. Que se passe-t-il s'ils entrent en guerre ouverte avec la Grèce? Et si la Grèce décidait un matin de lancer une frappe préventive contre les Turcs? Je ne dis pas que ça va arriver, mais si cela arrivait, est-ce que l'Arabie saoudite viendrait au secours de la Turquie en invoquant le pacte de la Mecque? Est-ce que le Pakistan mettrait son arsenal nucléaire à contribution contre la Grèce? Et la réponse est non, ce qui veut dire que c'est un pacte dénué de sens. C'est tout ce que je soulignais. Je ne disais pas que la présence turque dans le nord de Chypre était illégitime. Ce que je dis, c'est qu'elle crée un ensemble de problèmes géopolitiques très complexes qui met la Turquie en opposition non seulement avec la Grèce, mais avec tous les pays de la Méditerranée orientale. N'oubliez pas que la Turquie a étendu sa frontière maritime sur la base d'un accord conclu avec Tripoli, je pense, le gouvernement de Tripoli. Vous savez, un accord qui a essentiellement tracé une ligne en plein milieu. Et cela change tout en ce qui concerne vos droits sur le pétrole et le gaz. La France n'est pas d'accord. L'Égypte n'est pas d'accord. Personne n'est d'accord, à part la Turquie et cette partie de la Libye. Mais cela change tout. Conflit. Que se passe-t-il si la Turquie engage une fusillade avec la France? Ça a déjà failli arriver une fois, à cause de la Libye. Vous vous souvenez de ce convoi turc qui avançait? Les Français ont essayé de l'intercepter en invoquant une quelconque règle ridicule de l'Union européenne. Et les Turcs ont dit « Approchez encore et on coule votre navire ». Les Français « Vous ne pouvez pas nous couler, nous sommes Français ». Et les Turcs, en gros, « Essayez donc ». Que se passe-t-il si ça tourne à l'échange de tirs? La France a dit qu'elle soutiendrait la Grèce quoi qu'il arrive. Donc si la Grèce attaque la Turquie, la France se range du côté de la Grèce. Vous avez alors des combats internes à l'OTAN. Est-ce que l'Arabie saoudite va vraiment se mêler de ça? La réponse est non. Et pourtant, ce pacte est censé porter sur la défense collective. C'est ce que je voulais dire. Ça n'a aucun sens. Je pense que le point que vous avez soulevé est important, parce que des Yéménites l'ont également évoqué. Ils ont dit à la Turquie, « Vous pensez que si Israël vous attaque, l'Arabie saoudite va vous défendre. Ce sera nous qui vous défendrons, pas l'Arabie saoudite. » Mais le problème avec l'Arabie saoudite, Scott, c'est qu'ils ne sont pas très capables sur le plan militaire s'ils décident de défendre. Merci. La seule chose qui donne un quelconque poids à l'Arabie saoudite, c'est le Pakistan. C'est tout. Retirez le Pakistan de l'équation, et l'Arabie saoudite n'a plus rien, rien du tout. Ils ont dépensé beaucoup d'argent en armes, mais si les pilotes saoudiens se retrouvaient face à une véritable force aérienne, ils seraient abattus du ciel. L'armée saoudienne ne sait pas se battre. Ce ne sont que des imbéciles gros, hors de forme, obèses, incapables de combattre. Ils ne veulent pas se battre. Ils veulent rester là, porter des uniformes et se décerner des médailles parce qu'ils apparaissent dans des défilés. Et c'est tout. Ils ne savent pas se battre. Ils ne veulent pas se battre. Voilà pourquoi ils ont une relation avec les Pakistanais. Les Saoudiens achètent des armées. Ils ne forment pas leurs armées. Donc l'Arabie saoudite n'a rien. Israël ne craint pas qu'une division saoudienne traverse la Jordanie pour se rapprocher de lui. Ils prient pour que cela arrive, parce que la division se battra elle-même sur le plan logistique à mesure qu'elle approchera. Donc, l'Arabie saoudite est tout simplement hors jeu dans ce scénario.
Ce qui pose la question, qu'est-ce qu'ils manigancent ici? L'Arabie saoudite ferait mieux d'approfondir le rapprochement qui existait, celui négocié par la Chine. Peut-être pas en créant une alliance défensive formelle avec l'Iran, mais en indiquant clairement que l'Arabie saoudite et l'Iran n'ont aucun problème entre eux, qu'il n'y a pas de menace militaire et que l'Arabie saoudite en a fini avec l'Amérique. Mais c'est ça, l'autre problème. Je veux dire, tout ce pacte ne veut rien dire tant que l'Arabie saoudite autorise des forces américaines sur ses bases. Tant qu'il y aura une présence militaire américaine en Arabie saoudite, ce pacte ne voudra rien dire. Il ne signifie rien. C'est une plaisanterie. C'est embarrassant, c'est humiliant, parce qu'en réalité, ça ne signifie absolument rien. C'est ça mon point. Je n'ai jamais rien vu, lu ou vécu de comparable dans le cas de l'Iran vis-à-vis de l'Arabie saoudite. Ils n'ont jamais considéré l'Arabie saoudite comme un ennemi sur le plan militaire. Politiquement, peut-être qu'il y a des tensions, mais ils n'ont jamais pensé que l'Arabie saoudite représenterait une menace militaire, pas plus qu'aucun de ces pays du Conseil de coopération du Golfe. Ils n'ont pas peur du tout du CCG. Personne n'a peur du CCG. S'il y a des gens plus gras que les Saoudiens, ce sont certains pays du CCG. Encore une fois, ils n'ont des armées que parce qu'ils font venir des mercenaires de l'étranger, peut-être des Pakistanais. Les Pakistanais ont de bons soldats, beaucoup de bons soldats, et tout le monde les loue. Mais l'idée que, vous savez, les forces spéciales bahreïniennes vont débarquer et terroriser les Iraniens, c'est tout simplement une blague. Et si vous attendez que le Koweït aligne une armée avec la moindre capacité, vous attendez pour rien. Aucun d'entre eux n'est capable de se battre. Aucun d'entre eux n'est capable de se battre. Ils n'aiment pas se battre. Ils aiment dépenser leur argent pour acheter des prostituées à Londres. Ils n'aiment pas dépenser leur argent pour s'entraîner au combat rapproché. Je pense qu'au cœur de ce pacte militaire, ou pacte de défense, ou pacte de sécurité, il y a l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite demande à la Turquie et au Pakistan de s'associer à elle pour faire cette annonce. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'était pas le cas avant le début de la guerre, Scott. À mon avis, il se passe quelque chose au sein de l'Arabie saoudite qui lui fait voir la nécessité d'avoir cela. Vous avez dit que ça ne leur apporterait pas beaucoup de levier, mais malgré tout, ils ressentent manifestement le besoin de le faire. Qu'est-ce que c'est? C'est parce que les États-Unis les ont abandonnés et les ont placés dans une situation très difficile. C'est parce qu'Israël s'est senti capable d'attaquer le Qatar sans conséquence, parce que les États-Unis ont promis quelque chose qu'ils ne peuvent pas tenir. Mais ce n'est pas... Je dirais que c'est moins l'Arabie saoudite. Rappelez-vous, l'Arabie saoudite a conclu ce pacte stratégique. Elle a déjà un pacte stratégique avec le Pakistan. Voilà. C'est un peu ce qu'ils ont ici, mais en plus poussé. La Turquie a toujours essayé de s'y intégrer. Vous savez, depuis le début, c'est la Turquie qui essaie de s'y intégrer. La Turquie qui tente de se faire une place dans la région. Donc je dirais que oui, même s'il était nécessaire que l'Arabie saoudite le fasse, et qu'elle a bien sûr accueilli cela, je pense que la Turquie a aussi été une force motrice majeure. Parce que la Turquie est, vous savez, contrainte par son appartenance à l'OTAN. L'OTAN ne profite plus du tout à la Turquie. Il n'y aura aucun bénéfice tant que les États-Unis ne fourniront pas à la Turquie des chasseurs F-35 sans contrepartie, sans conditions attachées. Quand les États-Unis donneront à la Turquie des F-35 dans les mêmes conditions qu'ils en donnent aux autres pays de l'OTAN, alors la Turquie pourra dire « Ah oui, nous sommes membres de l'OTAN ». Mais la Turquie n'est pas membre de l'OTAN. Elle ne l'est que de nom.
La Turquie, vous savez, suit sa propre voie. Une grande partie de ses priorités en matière de défense se situe en dehors du cadre de l'OTAN. Donc vous savez, la Turquie regarde la réalité en face. Elle ne va pas devenir une nation européenne. Elle a été, en gros, tenue à l'écart de l'Europe. Et son orientation stratégique, l'orientation Erdogan post-ottomane, se tourne vers l'Asie centrale et vers l'Est. Et ce n'est pas une relation de conflit. C'est censé être une relation de coopération et de collaboration économique. Donc, vous savez, la Turquie. Mais encore une fois, qu'en est-il de la Turquie et du Qatar? Personne n'en parle, parce que les Saoudiens et les Qataris ne s'entendent pas. Vous le savez, n'est-ce pas? Et vous savez aussi que la Turquie a une présence militaire au Qatar, une présence militaire importante, qui était censée dissuader toute pression militaire saoudienne sur le Qatar. Comment cela peut-il fonctionner? Qu'arrive-t-il à la présence turque en Somalie, à la présence navale turque dans toute la mer Rouge, à ce que la Turquie cherche à faire au Soudan? Donc, je pense que cela relève davantage d'une tentative de la Turquie de rallier la région à sa cause, plutôt que d'une tentative de l'Arabie saoudite de rallier la Turquie à la sienne. Je pense que la Turquie Erdogan est le véritable moteur ici, vous savez, parce qu'il doit regarder dans cette direction, et il voulait se raccrocher à un pacte de défense saoudo-pakistanais déjà existant. Vous savez, l'envoyé pakistanais s'est rendu en Iran pour transmettre aux Iraniens un message du Premier ministre pakistanais et d'Assim Munir. Il a dit, il s'entretenait avec le Premier ministre iranien, ce que nous avons fait avec l'Arabie saoudite et la Turquie n'a rien à voir avec l'Iran. L'Iran n'est pas la cible de cela. Et d'ailleurs, en Iran, la perception était la même. Scott, comment voyez-vous la façon dont l'Arabie saoudite essaie de gérer cela? Une partie du problème de l'Arabie saoudite, c'est ce que vous avez mentionné. Avant le début de la guerre, vous savez, il y avait la coopération avec les bases américaines présentes dans le pays. Aujourd'hui, conséquence de la guerre, ils ont été attaqués à cause de ces bases. Et maintenant, ils cherchent une sorte d'alternative pour leur sécurité. Mais une partie du problème vient aussi de l'Arabie saoudite elle-même. Par exemple, au Yémen, avec l'Irak, on ne voit pas, chez les dirigeants saoudiens, ce genre de sagesse qui permettrait de faire retomber les tensions. D'après vous, d'où cela vient-il? Eh bien, je pense que le principal moteur, c'est MBS. Et vous savez, son désir de se positionner comme le prochain roi d'Arabie saoudite. Il y a beaucoup de dissensions à l'intérieur de l'Arabie saoudite. Je ne peux pas dire que je sache tout parfaitement, mais nous savons que MBS a orchestré, au fil du temps, l'arrestation de plusieurs membres de sa famille, des princes qui représentaient pour lui un problème politique potentiel. Vous savez, nous, vus de l'extérieur, on se dit « Oh, MBS, c'est lui le type, vous voyez ?» Mais à l'intérieur du pays, je ne pense pas qu'il soit aussi sûr de son emprise sur le pouvoir qu'il le croit. Et il se présente comme le visionnaire, à la fois pour ce qu'il peut faire pour l'Arabie saoudite sur le plan culturel. Vous savez, je pense qu'en ce moment, l'Arabie saoudite de 2030, c'est la nouvelle. La nouvelle, vous savez, il peut créer de nouvelles villes et offrir davantage d'outils aux femmes. C'est un réformateur, tout ça. Mais il doit aussi être un homme de sécurité. Et puis, il y a toujours cette question laissée de côté, sa relation avec les oulémas, vous savez, les autorités religieuses. Il y a eu un pacte avec le diable, conclu par la famille saoudienne, les Al-Saoud, avec le wahhabisme. C'est un élément important. Et donc, il y a une relation qui impose à l'Arabie saoudite d'aider à exporter le wahhabisme à l'étranger, dans le cadre de sa politique étrangère. Et cela oblige l'Arabie saoudite à afficher une posture plus affirmée dans la région. Je pense que c'est ce qui motive tout ça. Il ne peut pas donner l'impression qu'il laisse faire le mouvement zaïdite au Yémen.
Je crois que j'ai bien compris. Ils ne sont pas des chiites duodécimains. Le zaïdisme, zaïdite. Zaïdite, oui. On ne peut pas laisser les zaïdites que les wahhabites considèrent comme des apostats absolus. Ce sont des satanistes. Ce sont les pires gens au monde. D'après les wahhabites, ils ne sont même pas musulmans. Donc vous savez, une grande partie de ce qui se passe au Yémen repose sur la religion. Parce que l'Arabie saoudite ne peut pas donner l'impression de coexister pacifiquement avec ces gens-là. Surtout quand ils lui font un pied de nez en chassant le gouvernement yéménite pro-saoudien et en s'installant eux-mêmes à sa place. Vous savez, c'est une question religieuse de longue date. Et c'est la même chose avec les chiites d'Irak. Vous savez, on ne peut pas avoir des milices chiites qui envoient, vous savez, des roquettes en Arabie saoudite ou des drones en Arabie saoudite. Mon Dieu, ça ne peut pas arriver. C'est une insulte aux wahhabites. Donc, une grande partie de la position saoudienne est simplement dictée par l'illogisme absolu du fanatisme wahhabite. On ne le pense pas. Parce que lorsqu'on regarde le visage de l'Arabie saoudite, on voit, vous savez, l'Arabie saoudite à l'horizon 2030. Mais réfléchissez un peu plus en profondeur à l'Arabie saoudite et vous réalisez qu'il y a là-bas tout un tas de fanatiques wahhabites, coupeurs de tête, qui ont une emprise plus forte qu'on ne le penserait sur la dynamique politique intérieure du pays. Mike Huckabee a déclaré que le président Trump n'a pas seulement prouvé qu'il était prêt à les bombarder, il a menacé l'Iran, mais qu'il était aussi prêt à les ruiner financièrement. Il semble que, aux yeux de l'administration Trump, la poursuite de la guerre passerait par le blocus des ports iraniens. Cela va fonctionner sans combattre, sans entrer dans une escalade active de représailles. Il semble que, jusqu'à présent, l'Iran ait attaqué plusieurs pétroliers dans le détroit d'Ormuz, mais on ne voit aucune réaction des États-Unis, comme c'était le cas auparavant. Scott Bessent a déclaré, il y a 2 jours, que dans les 2 prochaines années, ils allaient mettre en place de nouveaux pipelines qui rendraient ce détroit d'Ormuz sans importance. Quelle est votre compréhension de la manière dont Donald Trump poursuit le combat? Il faut appeler un chat un chat. Qui a gagné la guerre? J'aimerais connaître votre avis. Est-ce que les États-Unis ont gagné la guerre ou est-ce que c'est l'Iran qui l'a gagnée? Je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est l'Iran qui a gagné la guerre. Est-ce qu'il a gagné de peu ou de manière décisive? Je pense qu'on peut dire de manière décisive. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que nous perdons une guerre. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous savez, les gens disent, Scott, est-ce qu'on n'a pas perdu le Vietnam? La guerre est le prolongement de la politique par d'autres moyens. Donc nous avons perdu la guerre du Vietnam sur le plan politique. Mais personne ne peut prétendre que les Nord-Vietnamiens nous ont botté les fesses. Non. Chaque fois que nous les avons affrontés dans une bataille rangée, nous avons gagné. On les a bombardés à outrance. On a remporté chaque affrontement tactique sur le terrain. Mais on a perdu parce que politiquement, on ne pouvait pas soutenir le conflit dans la durée. Le peuple américain a perdu confiance dans le gouvernement à cause de ce conflit. Même chose avec l'Afghanistan. Est-ce que les talibans nous ont battus dans un combat frontal? Non. Chaque fois que les talibans ont tenu bon et combattu, ils sont morts. C'est simplement que, vous savez, on n'avait pas ce qu'il fallait. On n'a pas réussi à obtenir le soutien politique nécessaire pour aller jusqu'au bout et gagner comme au Vietnam. Alors on s'est retrouvé à mener cette guerre à moitié et le peuple américain a perdu confiance. Et on s'est retiré. Mais on ne peut pas dire qu'on a été battu. Je veux dire, si Chris Donahue s'était levé, s'était retourné dans l'avion, avait dit à la 82e de débarquer et d'entrer dans Kaboul pour massacrer les talibans, nous l'aurions fait. Les talibans n'auraient rien pu faire. Bon sang. Ils ne pouvaient pas nous battre.
Mais personne ne soutenait ça. Il n'y avait pas la volonté de le faire. L'Amérique a perdu la volonté de se battre. L'Iran, on voulait se battre. On ne peut pas. On s'est fait battre. On s'est fait battre. Et vous dites, bon, Scott, on n'avait plus de munitions. C'est pas vraiment ça, se faire battre. Ça veut dire que vous ne comprenez rien à la guerre. Vous savez, la guerre, c'est une question de système. Des systèmes qui fonctionnent comme ils sont censés fonctionner. Et un élément clé d'un système, c'est que ça ne concerne pas seulement son fonctionnement au plus près du terrain. Il s'agit de toute la maintenance qu'il y a derrière, de la durabilité. Si vous allez tondre la pelouse, ne venez pas vous vanter auprès de moi du tranchant de la lame si vous tombez en panne d'essence à mi-chemin et que vous n'avez pas prévu comment remettre de l'essence dans la machine. Parce qu'à ce moment-là, vous ne tondez plus la pelouse. C'est la pelouse qui vous a mis une raclée, parce que vous n'aviez pas de plan pour continuer. Nous avons déclenché un conflit avec l'Iran en partant du principe que ce genre de choses n'arriverait tout simplement pas. Cela a révélé une incompréhension fondamentale de la menace à laquelle nous faisions face. Nous allons tuer le guide suprême, ce que nous pouvons faire. Et après, l'Iran est censé s'effondrer. Ensuite, nous avons eu la chance d'avoir un gouvernement qui nous convenait, qui abandonnerait son programme de missiles, son programme nucléaire, ses liens avec le Hezbollah et Ansarallah. Et alors tout irait bien. C'est comme ça qu'on allait gagner la guerre, avec les 6 premières bombes larguées sur l'Iran. Eh bien, nous avons perdu la guerre avec les 6 premières bombes larguées sur l'Iran parce que nous avons tué le guide suprême. Cela a conduit l'Iran à se resserrer autour de lui-même plus qu'il ne l'avait jamais fait en termes de soutien au régime. Donc il n'y a absolument aucune chance d'effondrement du régime. Et ensuite, nous avons perdu toute autorité morale. Pas seulement à cause de l'assassinat, car c'était un acte de perfidie. Beaucoup d'Américains ont tendance à l'oublier, mais je ne pense pas que les Iraniens oublieront un jour que nous étions en négociation active avec eux sur le programme nucléaire, que Donald Trump présentait comme la chose la plus importante au monde. Les Iraniens ont fait d'importantes concessions. Un accord était en cours d'acheminement par avion via le ministre omanais des Affaires étrangères pour finaliser tout cela. Les Iraniens pensaient avoir fait quelque chose de bien, et puis nous avons bombardé. C'est un acte de perfidie. C'est un crime de guerre. C'est ainsi que nous avons commencé cette guerre, par un crime de guerre. Ensuite, nous avons assassiné quelqu'un. C'est un autre crime. Puis dès le premier jour, nous avons tué 168 étudiants à l'école Manab. Encore un crime qui montre que nous n'avons aucune idée de ce que nous faisons. Nous avons commencé une guerre que nous avons perdue dès le premier jour parce que nous ne pouvions pas la gagner. Mais nous n'arrêtions pas de dire que nous allions le faire. Nous avons changé notre plan de guerre. L'autre chose, vous savez, c'est pourquoi nous changeons de plan de guerre un jour sur 2. Si nous avions un si bon plan, c'est parce que nous n'avions pas de plan. Nous n'avions aucune idée de ce que nous faisions. Nous improvisions au fur et à mesure. Et chaque fois que nous faisions quelque chose, ça empirait encore et encore et encore. Nous élargissions le conflit, larguions davantage de bombes, tirions davantage de missiles et poussions les Iraniens à nous envoyer davantage de missiles. Et avant même qu'on s'en rende compte, nous n'avions plus de munitions. Désolé les gars, quand vous n'avez plus de munitions, vous avez perdu la guerre. Parce qu'une guerre, c'est une question de système, un système de systèmes. Et le système qui était censé soutenir le conflit s'est effondré. Les États-Unis ont donc perdu la guerre parce qu'on ne pouvait pas la soutenir. Pas parce que le peuple américain a renoncé à cette guerre. Bon sang, ils ne savaient même pas ce qui se passait. Ils ne le savent toujours pas. Donald Trump leur ment depuis le premier jour. Ce n'est pas le Vietnam où les Américains descendent dans la rue en disant «
ramener nos gars à la maison. Enfin, espérons que ça arrivera, qu'on aura davantage de gens dans la rue. Mais c'est pas pour ça que cette guerre s'est terminée. Cette guerre ne s'est pas terminée parce que le peuple américain a dit « hors de question, on n'ira pas ». En fait, beaucoup d'Américains sont plutôt du genre « bombardez-moi ces types ». Il n'a plus de munitions. Et ce n'est pas tout. Les Iraniens ont pour ainsi dire pris l'avantage géopolitique en contrôlant le détroit d'Ormuz et Bab el-Mandeb. Ils étranglent donc non seulement l'économie des États-Unis, mais aussi l'économie mondiale, parce qu'elles sont interconnectées. Les Iraniens ont donc une supériorité stratégique sur les États-Unis. Ils ont aussi une supériorité tactique, dans la mesure où les États-Unis n'ont pas la capacité de projeter une puissance militaire significative en Iran. L'Iran, lui, conserve la capacité de projeter une puissance militaire significative contre les infrastructures militaires américaines en soutien à ses alliés. Nous ne pouvons pas nous défendre contre les Iraniens. Ils nous font donc plus de dégâts que nous ne leur en faisons. Ce n'est pas tenable. Nous avons perdu militairement, mais nous avons aussi perdu sur le plan économique et politique à cause de la capacité de l'Iran à contrôler le détroit d'Ormuz et Bab el-Mandeb, à maintenir ses relations avec le Hezbollah, à maintenir ses relations avec Ansar Allah et à dominer militairement la région. Ça s'appelle se faire botter le cul. On s'est fait botter le cul. Et c'est la première fois dans l'histoire que les États-Unis se font botter le cul. La première fois. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Trump ne peut pas l'admettre. Il ne peut pas le reconnaître. C'est pour ça qu'on entend des stupidités comme le mur d'acier. Je crois qu'il vient de publier un tweet dans lequel il réaffirme que nous contrôlons le détroit d'Ormuz. Il l'a dit sans sourciller d'ailleurs. Nous le contrôlons. Qu'est-ce qu'il veut dire? Des navires américains contrôlent-ils le détroit d'Ormuz? Non. Ils n'ont même pas le droit de s'en approcher sans se faire couler ou tirer dessus. Alors, comment pourrions-nous contrôler le détroit d'Ormuz? Le mur d'acier. Mais est-ce vraiment un mur d'acier? Non. Combien de navires avons-nous là-bas en ce moment? Vous savez quoi? 16? Je ne sais pas. Le nombre varie de plus ou moins quelques unités chaque jour, mais ce n'est pas un mur d'acier. Allez voir la largeur de la mer d'Arabie et dites-moi ce que ça représente. Mais il faut aussi reconnaître que nous ne pouvons pas approcher nos navires des côtes iraniennes, parce qu'ils ont des missiles à distance de sécurité qui nous couleraient. Nous devons donc rester très loin. Il y a donc un vaste espace là-bas que nous ne contrôlons pas. Et donc, quand les navires arrivent, parce que ce que dit Trump, c'est qu'avec ce mur d'acier, nous contrôlons tout ce qui entre dans le détroit d'Ormuz et tout ce qui en sort. Donc, indirectement, nous contrôlons le détroit d'Ormuz. C'est une belle théorie, sauf que ce mur d'acier n'existe pas. C'est un mur de petits avant-postes navals rouillés. Mais les navires continuent leur route, longent la côte, ne sont pas arrêtés par la marine américaine, arrivent, longent la côte et passent par le détroit d'Ormuz. Seuls les Iraniens contrôlent ce qui entre et ce qui sort du détroit d'Ormuz. Est-ce qu'il y a des fuites? J'imagine qu'il peut y en avoir une ou deux qui passent, mais je n'ai rien entendu d'important à propos de fuites. Je pense que les Iraniens ont effectivement touché tout ce qu'ils visaient avec des missiles. Et les compagnies d'assurance ne vont pas permettre aux gens d'essayer de passer en douce. Je pense qu'en ce moment, en gros, si vous passez sans notre autorisation et que vous êtes touché, vous n'êtes pas couvert. Donc pour pouvoir passer, il faut payer les Iraniens, ou les Qataris, ou les Omanais, pardon. Donc Trump invente simplement des choses. Vous savez, où en sommes-nous militairement? On ne peut rien faire contre l'Iran, parce que dès qu'on le fera, ils réduiront le Koweït à néant. Ils pourraient réduire Bahreïn à néant.
Ils ont maintenant des missiles qui sont garantis de percer toutes les défenses qu'il nous reste en Jordanie et de causer énormément de dégâts aux Jordaniens. Ils vont mettre les Émirats arabes unis hors de combat. Et c'est pour ça que tous les pays ont dit aux États-Unis « Stop, 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 plus de stupidité. C'est terminé, c'est fini. » Donc Donald Trump doit faire face à cette réalité. C'est terminé, c'est fini. Mais il ne peut pas l'admettre au peuple américain, parce qu'alors il serait le premier président américain à se faire botter le cul. C'est Donald Trump. Il ne peut pas se faire botter le cul. C'est lui qui doit botter des culs. Et c'est donc ce qu'il essaie d'expliquer aux Américains. J'ai botté des culs. J'ai fait cette déclaration. J'ai coulé toute leur marine. Pourquoi vous n'arrivez pas à prendre le détroit d'Ormuz? Vous n'avez pas coulé toute leur marine, pas vrai, Denis chéri? Non, j'ai abattu toute leur aviation. Non, vous ne l'avez pas fait, Denis chéri. Les avions volent toujours. Et leurs armées alors? Vous savez, votre pire cauchemar serait, et c'est peut-être une autre raison pour laquelle nous avons arrêté, que nous avons plusieurs milliers de soldats au Koweït qui ne sont pas des troupes de combat au sol. Si les Iraniens parvenaient à faire passer plusieurs divisions, vous savez, autour de Fish Lake, autour de Bassora, jusqu'au Koweït, le Koweït tomberait en 3 jours, peut-être même plus tôt, et toutes les troupes que nous avons là-bas seraient prisonnières ou mortes. C'est un cauchemar pour Trump. Il ne peut pas les protéger. Donc, que dit-il au peuple américain? nous avons gagné. Et je pense que c'est là qu'il a préparé le terrain pour déclarer la victoire. Nous avons gagné le mur d'acier permanent. Nous avons gagné parce que nous avons un mur d'acier et nous allons le maintenir. Mais le problème suivant, c'est peut-il le maintenir? Je ne vais pas m'étendre sur les nombreuses rumeurs concernant l'Abraham Lincoln, mais vous avez vu les informations. Il ne semble pas que tout soit harmonieux sur un porte-avions à qui l'on a demandé de prolonger son déploiement. Et j'imagine que les mêmes tensions existent aussi sur d'autres navires de la marine. C'est une posture intenable de la part de Donald Trump. En outre, à moins qu'il ne ramène les choses à la normale, il va perdre les élections de mi-mandat. Donc je pense que vous allez entendre Donald Trump dire « J'ai gagné, je contrôle le détroit d'Ormuz ». Scott Bessent va dire que tant qu'on aura un mur d'acier, on n'aura pas à s'en inquiéter. Et puis, dans 2 ans, vous savez ce qu'il y a de bien avec un délai de 2 ans? Trump n'aura pas à en répondre. C'est dans 2 ans. Trump ne sera plus président. Alors voilà, dans 2 ans, dans 3 ans, vous allez voir, les choses iront mieux. Faites-nous confiance. Ne nous demandez pas de rendre des comptes pour le désordre actuel, parce que dans 2 ans, ce sera mieux grâce à nous. Enfin, c'est d'une stupidité. Et j'espère que les électeurs américains ne vont pas se laisser avoir. Mais c'est ce qu'on voit. Beaucoup de postures de la part d'un président qui a le déshonneur d'être le premier président de l'histoire des États-Unis à se faire botter le cul dans une guerre. Il y a 2 jours, la chaîne 12 en Israël rapportait que si les États-Unis n'attaquent pas l'Iran, alors Israël attaquera l'Iran. Et regardez Israël aujourd'hui. Ils sont à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Syrie. Et en même temps, ils veulent attaquer l'Iran. Est-ce que c'est une façon de vouloir forcer les États-Unis à rester dans la région, ou est-ce une posture politique de Benjamin Netanyahou, sachant qu'il est lui aussi confronté à de nouvelles élections en Israël? Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux. Netanyahou, on le sait, s'est présenté comme le président de la sécurité. On sait aussi que depuis le 7 octobre, il élargit le champ et l'ampleur des actions militaires d'Israël contre ses voisins. Parce qu'il ne pouvait pas gagner à Gaza, il a dû étendre le combat au Liban. Ensuite, il l'a étendu à la Syrie et maintenant à l'Iran.
Et soit dit en passant, il n'a remporté aucune de ces batailles. Aucune ne s'est déroulée comme prévu. Il pourrait ne pas remporter les prochaines élections. Il est donc engagé dans une lutte politique pour sa survie. Ce qu'il n'a pas mentionné dans tout ça, en revanche, c'est ce qui se passe ici, aux États-Unis, avec la loi d'autorisation de la défense nationale pour 2027. La section 219 dans la version de la Chambre des représentants, et je crois la section 207 dans la version du Sénat. En gros, cela brouille la frontière entre les États-Unis et Israël sur des aspects cruciaux de la production de défense, du partage de renseignements, du partage de technologies, de tout cela. Si cette loi est adoptée, les États-Unis ne feront pratiquement plus qu'un avec Israël. Et donc, vous savez, nous, les États-Unis, serons désormais indirectement impliqués dans tout ce que vous venez de mentionner, d'une manière ou d'une autre, surtout sur le plan politique. Donc je pense que c'est ça, la stratégie. Je veux dire, ce sont littéralement des exemples classiques de manuels, vous savez, du genre de parasite qui prend le contrôle du corps de son hôte. J'ai écrit là-dessus. J'ai comparé Israël à la guêpe verte et l'Amérique au cafard américain. La guêpe verte pond ses œufs dans le cafard américain qui lui sert d'hôte. Puis la larve prend le contrôle du cafard. Et le cafard fait essentiellement ce que la larve lui ordonne jusqu'à ce que la larve le dévore de l'intérieur. Et je pense que c'est ce qui se passe en ce moment. Le parasite israélien implante des larves en Amérique. Ces larves prennent la forme de la loi d'autorisation de la défense nationale dans ces deux sections qui entraîneront ensuite d'autres infections. On en voit déjà des signes quand le secrétaire d'État Marco Rubio dit que si vous avez un jour critiqué Israël, vous n'obtiendrez pas de visa pour les États-Unis. Donc, en gros, il fait de la liberté d'expression un crime. Et c'est ainsi qu'Israël survivra en prenant le contrôle de l'hôte américain. Mais la poursuite de la guerre, partons du principe qu'ils vont fournir à Israël des renseignements et des armes. Mais les effectifs, les forces, ne sont pas là pour mener toutes ces guerres en même temps. Il faut autre chose. Est-ce que cela veut dire que les États-Unis vont rester là-bas pour toujours? Eh bien, vous savez, Israël a désormais son mot à dire. Et c'est ça qui est triste. On ne peut pas dire « Israël, vous ne comptez pas ». C'est un problème purement américain. Israël a désormais son mot à dire sur la posture que les États-Unis adopteront à l'avenir. Mais soyons parfaitement clairs, Israël n'a pas la capacité d'affronter l'Iran à lui seul. C'est donc une menace vide, tout simplement une menace vide. Israël ne peut faire cela que si les États-Unis sont impliqués et les États-Unis ne peuvent plus l'être. Israël n'a pas résolu le problème de la défense aérienne. Je pense que les Iraniens ont clairement indiqué aujourd'hui que les jours où ils ont le plus dépensé de missiles durant cette guerre, ils en produisaient davantage qu'ils n'en utilisaient. L'Iran se renforce pendant que vous m'écoutez, et les missiles qu'ils produisent maintenant. J'ai écrit là-dessus. J'ai dit, vous savez, pour les Iraniens, cette guerre est vraiment un laboratoire. Tout le monde disait que c'était un laboratoire pour les États-Unis et Israël avec des armements avancés et tout ça. Vous savez, cette arme peut se tourner contre vous. Nous avons-nous appris de nos expériences laboratoires? Qu'aucune de nos armes n'a fonctionné comme elle était censée fonctionner. C'est vos sauces nulles. Qu'ont appris les Iraniens? Que toutes les armes américaines n'ont pas fonctionné comme elles étaient censées fonctionner. Elles sont nulles et ils ont appris comment les mettre encore davantage en échec. Ce que les Iraniens ont appris sur la défense antimissiles balistique, c'est qu'il est très important d'avoir des missiles capables de manœuvrer. Et aujourd'hui, on voit sortir des usines iraniennes des missiles de plus en plus manœuvrables.
Les Iraniens constituent donc actuellement un stock assez important de missiles balistiques avancés, capables d'échapper à toutes les options de défense aérienne et d'infliger des dégâts considérables aux lieux qu'ils visent. Cela signifie qu'Israël n'a aucune capacité à se défendre. Et la situation est encore aggravée par le fait que, vous savez, la pénurie d'armes aux États-Unis met Israël en danger. Écoutez, le commandant des forces navales américaines au sein du commandement central a essentiellement dit que si le président des États-Unis ne lui fournit pas davantage de partenaires européens, il devra retirer des destroyers de la mission de surveillance qu'ils assurent actuellement. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point les destroyers américains au large des côtes israéliennes sont importants, ni le rôle qu'ils ont joué. Vous savez, parmi les missiles interceptés, beaucoup l'ont très probablement été par les missiles embarqués sur ces navires. On parle de les retirer. Cela affaiblit encore davantage Israël. Donc l'idée qu'Israël puisse s'en prendre à l'Iran sans être détruit est absurde. Et les Israéliens le savent. Je pense donc que Netanyahou bluffe pour l'instant. Pensez-vous qu'ils vont obtenir quelque chose de ces négociations entre Israël et le Liban? Parce qu'après tout, si Israël continue l'occupation dans le sud du Liban, tôt ou tard, on assistera à un nouveau conflit entre les deux parties. Je pense que si cela arrive, Benjamin Netanyahou se retient peut-être simplement à cause des élections. Peut-être que juste après les élections, quelles qu'elles soient, ils vont reprendre activement les combats dans le sud du Liban. Et à Gaza, c'est la même chose. À Gaza et en Cisjordanie, vous voyez, la guerre ne s'est jamais arrêtée, malgré le cessez-le-feu. Le sujet, c'est le sud du Liban, Scott. D'après ce que j'ai compris, le nouveau chef du Conseil de sécurité nationale en Iran, dans une déclaration faite avant son entrée en fonction, avant sa nomination à ce poste, c'était une annonce, une déclaration de ce Conseil, a évoqué tous les fronts, la Palestine, le Liban, le Yémen, et l'Irak en faisait partie. J'ai été surpris de voir l'Irak. Pourquoi y inclure l'Irak? Mais il considère toutes ces composantes de l'axe de la résistance comme un tout. Et le nouveau responsable a tweeté exactement la même chose hier. Qu'en pensez-vous? Eh bien, vous savez, quand la Syrie est tombée, quand Assad est tombé en Syrie, elle a été recréée à l'image d'Al-Qaïda. Vous savez, les Iraniens ont reconnu que c'était une défaite pour eux, que c'était un revers. Ils l'ont dit. Pardon? Ils l'ont dit. Ils ont dit que c'était une défaite. À 100%. C'est une défaite. Mais ils ont aussi dit, du moins certains hauts responsables iraniens à qui j'ai parlé, qu'ils étaient en Syrie depuis très très longtemps et qu'ils avaient établi de très bonnes relations au niveau local. Et l'idée que la chute d'Assad aurait coupé le cordon ombilical entre l'Iran et le Hezbollah est risible. Je pense que ce que nous voyons aujourd'hui en est la preuve. D'abord, cela montre que le Hezbollah a une grande capacité à durer, malgré toutes les pertes qu'il a subies. Il a encore des ressources. Mais l'efficacité de ce que fait le Hezbollah en ce moment, surtout dans la guerre par drone, est je pense, liée à ses relations avec la force Quds iranienne, qui procède activement à des réapprovisionnements via des filières qu'ils connaissent, mais que personne n'interrompt. Et donc, l'idée que le Hezbollah va, d'une manière ou d'une autre, dépérir peu à peu, pour ainsi dire, c'est absurde. Il se renforce et il inflige des dégâts à Israël, de très lourdes pertes aux forces israéliennes. Les Israéliens ne peuvent pas le vaincre. S'ils l'avaient pu, Israël l'aurait déjà vaincu. Mais le Hezbollah est là. Quand vous parlez du Liban qui négocie avec Israël, je ne pense même plus que les Libanais soient d'accord avec ça. Parce que je pense que l'actuel président du Liban est perçu comme quelqu'un qui a vendu son pays
Un homme qui a en substance permis la poursuite de l'occupation du territoire libanais en disant que ce n'est pas illégal si nous la soutenons. Je pense qu'il a avancé cet argument qui est risible. Et en réalité, cela a énormément renforcé le Hezbollah parce que de nombreux Libanais, qui en ont peut-être assez du conflit, reconnaissent maintenant que la seule façon pour le Liban de survivre en tant qu'État souverain, c'est d'avoir des responsables politiques qui, vous savez, croient en la souveraineté du Liban. Et je pense que le Hezbollah entre dans cette catégorie. Donc, je pense que le Hezbollah gagne en fait de plus en plus de poids politique au Liban, davantage que les Israéliens et les États-Unis ne voudraient le voir et le croire. Scott, changeons de sujet et parlons de ce qui se passe en Ukraine. Les Russes estiment que les États-Unis sont impliqués dans la guerre en Ukraine sous l'administration Trump. Ils y sont impliqués jusqu'au cou. Ils parlent des drones utilisés par Palantir. Ils utilisent l'intelligence artificielle. Ils utilisent Starlink, toutes ces connexions. Et nous savons que tout ça, c'est pour gagner de l'argent. Mais quand il s'agit du renseignement, quand il s'agit des conseillers militaires, tout repose sur les États-Unis, qui fournissent les informations aux Ukrainiens et aux Européens. C'est ce gouvernement qui était censé mettre fin à la guerre en 24 heures. Aujourd'hui, nous sommes à mi-mandat de Donald Trump et il n'a rien fait. En gros, il n'y a aucune négociation active, rien ne se passe et il affirme que cette guerre n'a aucun impact sur les États-Unis. Donc ce n'est pas l'une des priorités de la politique étrangère des États-Unis. Où voyez-vous les États-Unis? Pensez-vous qu'ils vont laisser la guerre en Ukraine au prochain président? Je suppose que la guerre entre les États-Unis et l'Iran serait laissée au prochain président des États-Unis, de la même manière que Joe Biden et son administration ont géré la guerre en Ukraine, et en gros, vous savez, l'ont laissée et transmise à Donald Trump. Est-ce que la guerre en Ukraine va continuer, comme ce que nous voyons en Asie occidentale? Le lobby israélien, qui est si puissant aux États-Unis, ne veut pas perdre le terrain militaire. Mais qu'en est-il de l'Ukraine? Selon vous, que se passe-t-il en Ukraine? Eh bien, vous savez, j'ai vu l'information selon laquelle les États-Unis avaient repris le partage de renseignements avec les Ukrainiens. Vous savez, il avait été rapporté que nous l'avions interrompu. Mais cela fait très longtemps que nous jouons avec le soutien en matière de renseignements aux Ukrainiens. Vous savez, lorsque nous avons fourni les missiles HIMARS en juin 2022, les HIMARS ne peuvent pas fonctionner sans que les États-Unis préparent les données de ciblage. C'est tout simplement la nature du système. Ils doivent savoir exactement où se trouve le lanceur, exactement où se trouve la cible. Cela permet d'établir des positions connues à partir desquelles des algorithmes GPS peuvent être créés puis programmés dans le missile. Ensuite, vous réglez le système de guidage inertiel, vous tirez, il est guidé vers un point précis au sol grâce au GPS, mais le système inertiel le maintient sur sa trajectoire. S'il dérive, le GPS détecte cette dérive et il peut frapper une cible à moins de 10 mètres du point visé. C'est plutôt efficace. Ça ne peut pas fonctionner sans les États-Unis. Enfin, ça ne pouvait pas fonctionner sans les États-Unis. Mais ensuite, les États-Unis ont commencé à jouer à des jeux. D'abord, le GPS a cessé de fonctionner. Les Russes l'ont brouillé à mort. Et il n'y a pas d'option Starlink pour les HIMARS. Alors les Ukrainiens ont commencé à mener eux-mêmes leur collecte de renseignements, puis à créer leurs propres algorithmes de ciblage qu'ils pouvaient ensuite charger dans les HIMARS. Donc, vous savez, ils n'avaient pas de GPS. Mais vous savez, le HIMARS n'est pas censé être l'arme ultime qui règle tout. Mais c'était une arme pour laquelle le soutien en renseignement, vous savez, comptait au début. Puis ça a cessé de compter.
Aujourd'hui, avec les drones, le soutien en renseignement est important pour démanteler le réseau russe de défense aérienne. Il permet à l'Ukraine de frapper les failles, dans certains cas, et de mener ses frappes en profondeur pour faire passer ce missile-là, ce drone-là. Mais vous savez, c'est pas un facteur qui change la donne. Un rapport récent est sorti, je ne sais pas si vous l'avez vu, il examinait, depuis avril je crois, les frappes de drones ukrainiens contre la région de Moscou. Et le chiffre, je crois que c'est environ 1400 drones qui ont été lancés pendant cette période. L'immense majorité a été abattue avant d'atteindre le deuxième anneau de défense aérienne. Moins de 10% ont atteint le dernier cercle de défense aérienne. Et savez-vous combien de missiles ont franchi le dernier? Combien de drones ont franchi le dernier cercle de défense pour pénétrer à Moscou? 1. C'est un taux de réussite. 1 sur 1400. Quand on parle d'un drone FP1 à 55 000 $, c'est tout simplement une manière de faire la guerre à un coût prohibitif. Et cela, avec le soutien du renseignement américain, le soutien au ciblage. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que le renseignement américain n'est pas un facteur qui permet aux Iraniens de gagner la guerre. Et pourtant, c'est vendu comme si c'était ce que nous faisons. Les Ukrainiens. Les Ukrainiens, oui. Ce n'est pas un facteur qui permet aux Ukrainiens de gagner la guerre. Ils ont trouvé leur propre solution de contournement, partout. Je veux dire, vous savez, ils utilisent des choses, vous savez quelque chose qui s'appelle le Delta 16 comme système de communication. Mais ils n'ont pas le vrai. Ils ont une solution de contournement. Parce que personne ne fait confiance aux Ukrainiens pour leur donner le vrai. Ils n'ont droit qu'à une solution de contournement. Mais même comme ça, ça ne les aide pas. Parce que, par exemple, le point essentiel du Delta 16, c'est de faire mieux fonctionner les systèmes de défense aérienne. Mais ils n'ont pas de défense aérienne. Ça aide aussi les F-16 à s'intégrer dans l'ensemble de la bataille. Mais si un F-16 essaye de le faire, il se fait abattre. Les États-Unis ont pratiquement abandonné l'Ukraine. On fait des choses bizarres. Par exemple, on autorise la Turquie à revendre de vieux systèmes qui ne fonctionnent pas, les anciens ATAK-MS. Pourquoi la Turquie les vend-elle? Parce que leur date d'expiration est arrivée, mon vieux. Ils ne fonctionnent pas. Hourra pour l'Iran. Hourra pour l'Ukraine. Vous recevez, vous savez, des déchets de classe mondiale. Et pourtant, tout le monde pense qu'ils font ça. C'est juste une façon pour l'Église de gagner de l'argent. Au lieu de retirer ce matériel du service et de le faire exploser, ils peuvent le refourguer aux Ukrainiens et se faire un peu d'argent. Mais ça ne changera rien. Il n'existe aucune technologie capable de changer la donne. Il n'y a pas, vous savez, de force militaire ou de posture militaire capable de changer ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Les États-Unis ont plus ou moins reconnu qu'ils ne peuvent rien faire pour aider les Ukrainiens à gagner. Vous n'allez pas leur donner de Patriot 3. Vous n'allez pas leur accorder de licence pour des Patriot 3. Vous n'allez pas leur donner la capacité d'acquérir des technologies sensibles parce que personne ne fait confiance aux Ukrainiens. L'Europe. Beaucoup de paroles, aucune action. La coalition des volontaires ne veut pas, vous savez, retirer des missiles patriotes de ses stocks pour les envoyer à l'Ukraine, parce qu'elle craint les conséquences. Elle a peur d'être trop affaiblie si la Russie tournait son regard vers les pays baltes, par exemple. Donc vous savez, l'Ukraine a aussi été abandonnée par les Européens. Il n'y a pas de solution miracle qui arrive. Alors, où en est-on dans ce conflit? L'Ukraine et l'Europe, et dans une moindre mesure les États-Unis, agissent plus ou moins en partant du principe qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre sur le champ de bataille. Ils savent aussi qu'avec le temps, la situation de l'Ukraine n'est pas tenable sur le plan social. Je veux dire, cet hiver va être un hiver noir. Ça veut dire un froid glacial, pas de chauffage, pas d'électricité, pas de gaz, pas de nourriture, rien du tout.
La vie est incroyable et ils savent que ça va arriver. Zelensky a quasiment admis que ça allait arriver. Ils ne peuvent rien faire pour sortir de cette situation. Alors, sur quoi se concentrent-ils en ce moment? Parce qu'il y a énormément de propagande qui sort de ce conflit. Il suffit de se connecter aux réseaux sociaux et le nouvel algorithme d'Elon Musk inonde l'espace de propagandistes pro-ukrainiens. Ramad qui nous explique à quel point les frappes de drones ukrainiennes sont mortellement efficaces, à quel point elles transforment la vie des Russes à Kherson et en Crimée en enfer sur terre. Et ces sources pro-ukrainiennes sont ensuite reprises et relayées par d'autres. C'est une guerre de l'information qui se déroule en ce moment. Ces informations sont censées résonner et se propager à l'intérieur de la Russie. Ensuite, elles sont censées susciter un débat en Russie, où les gens commencent à remettre en question Poutine. Et même si cela ne se produit pas vraiment, certaines personnes disent que ça se produit. Alors les gens ont tendance à croire que c'est réel. Et les Russes commencent alors à se poser la question « Oh, est-ce que ça se produit ?» Toute l'idée de la guerre psychologique, c'est de détruire une société de l'intérieur. Et c'est la seule chose qui se passe en ce moment. Tout le reste, les Ukrainiens se font massacrer au front. Leur campagne de drones est au point mort. Oui, ils terrorisent les Russes. Mais ce n'est pas une stratégie qui permet de gagner la guerre. En ce moment, les Ukrainiens y vont à fond, sans relâche, jusqu'au 20 septembre. Le 20 septembre, ce sont les élections législatives en Russie. C'est là que les Russes éliront la Douma d'État. L'objectif des Ukrainiens ici, c'est de délégitimer le pouvoir de Vladimir Poutine, de le faire paraître faible. Vous savez, et moi aussi, qu'il y a des gens qui disent exactement cela. Ils disent que Poutine est faible. Ils disent que, vous savez, des gens remettent maintenant son autorité en question à l'intérieur de la Russie. Certains disent qu'il est peut-être temps que Poutine parte. Eh bien, c'est précisément ce que la guerre psychologique est censée produire. Cette incertitude. La mauvaise nouvelle pour ceux qui propagent ces absurdités, c'est que quel est le taux d'approbation de Poutine aujourd'hui? 76%. Eh bien, il est vraiment en difficulté. Vous ne trouvez pas, Nima? Parce qu'aucun homme politique ayant 76% n'a jamais remporté une élection. Ça n'est jamais arrivé, n'est-ce pas? Et je peux aussi vous dire que d'ici au 20 septembre, son taux de soutien dépassera probablement les 80%. Parce que toutes ces campagnes en cours n'ont pas éloigné le peuple russe de Poutine. Elles l'ont au contraire rallié autour de lui, et il joue très bien cette situation. Vous avez vu, il est allé à la Douma, il a épinglé quelques médailles sur la poitrine de certaines personnes, puis il s'est adressé à eux. Il a dit, « Cet homme a dit que nous vous soutenons, Monsieur le Président, mais que vous devez être plus audacieux, plus audacieux. » Le président s'est tourné vers la Douma et a dit, « Est-ce que je dois être plus audacieux ?» On lui a répondu, « Oui. » Il a dit, « Vraiment? Je dois l'être? Je pensais que j'étais audacieux. Je dois être plus audacieux? » Oui, Raifu, wearing sense. Je ne vais pas être plus audacieux. Je vais faire très attention à ce que je fais. Mais j'entends ce que vous dites. Et ne vous inquiétez pas, je vous couvre. On vous aime, Vladimir Poutine. Vous pensez que la Douma risque d'être supplantée par quoi? Yabloko? Le parti d'opposition qui vient d'être interdit de participer à l'élection parce que c'est une bande de pantins financée par la CIA. Enfin, il n'y a pas d'opposition politique significative à Vladimir Poutine. Les partis qui ne font pas partie de Russie unie vont rivaliser pour savoir qui est le plus pro-Poutine à l'approche de cette élection. Parce qu'en ce moment, le sentiment en Russie, ce n'est pas « Mon Dieu, il faut qu'on sorte de cette guerre ». C'est « Mon Dieu, il faut qu'on gagne cette guerre ». Et Poutine a une stratégie gagnante. Et il commence à le reconnaître.
Vous avez vu aussi ce qu'il a fait à Novosibirsk. Je veux dire Novosibirsk, 3e plus grande ville de Russie. L'économie en plus forte croissance, l'une des villes les plus importantes de toute la Russie. Poutine s'y est rendu, puis se dirige vers l'aéroport. Et là, vous avez une foule de gens, des soutiens, qui se préparent à lui faire signe. C'est spontané. C'est pas préparé à l'avance. C'est là. Et Poutine, vous savez, à Novosibirsk, où, disons-le comme ça, tout ne va pas bien sur le plan politique. Poutine arrête son convoi, sort, s'approche, sans aucun contrôle préalable. Il est entouré, assailli par les gens. Aucune inquiétude, quelle qu'elle soit. Pourquoi? Parce que cet homme est aimé. Cet homme est aimé. Je veux dire, c'est tout simplement fou. Donc, l'idée, c'est cette stratégie visant à créer un Maïdan à Moscou, parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que le peuple russe perde confiance dans son gouvernement et se soulève contre le gouvernement de Vladimir Poutine. C'est un peu comme la folie de la position américaine. Si vous tuez le guide suprême, l'Iran s'effondrera. Ici, leur raisonnement, c'est « si nous pouvons gagner, si nous pouvons chasser Russie unie du Parlement, nous pourrons créer suffisamment d'incertitudes politiques intérieures pour que Vladimir Poutine tombe. Et quand Vladimir Poutine tombera, tout le reste se mettra en place, parce que la Russie se désintégrera. Nous mettrons en place notre Boris Eltsine 2.0. Nous remettrons les oligarques sur le devant de la scène. Nous pillerons le pays sans vergogne et nous le découperons en entités distinctes. Tout ira bien. Et les Russes seront contents de ça aussi. Ils diront, c'est ce qu'on veut. On veut être démantelé. On veut être faible. On veut revenir aux années 90. Quels imbéciles pourraient croire que le peuple russe voudrait ça? Vous savez, les Russes savent ce qui s'est passé dans les années 90. Ils ne veulent plus jamais revoir ça. Est-ce qu'il y a des Russes qui diraient « Oui, vous savez, 25, 26 ans de Poutine, j'aimerais voir un nouveau visage. » Bien sûr, il y en a qui le disent. Mais quand vous demandez « Quel nouveau visage ?» c'est « Eh bien, on ne sait pas. » Et est-ce que vous voulez changer de cheval au milieu de la guerre? Non. On garde le même cheval, n'est-ce pas? Donc ce sont des propos insensés. Il n'y a aucune stratégie là-dedans. Ça va échouer. Et le problème, à force de monter tout ça, de nourrir ces attentes d'un effondrement politique, c'est que, vous savez, on le voit. On voit ce qu'ils disent en ligne, que c'est pas viable, que l'économie russe va échouer, que les embargos sur le pétrole vont provoquer des faillites massives, l'effondrement de la bourse et tout le reste. C'est juste, c'est catastrophiste. C'est fini. Les gens sont contre. Ils commencent à s'interroger sur les files d'attente pour l'essence et, oh mon Dieu, c'est horrible. Il va tomber. Et que se passe-t-il le 21 septembre, quand Russie unie contrôle solidement la situation et que Poutine surfe sur une vague de soutien de 84-85%? Que deviennent tous ces propagandistes là-bas? Tout s'effondre. C'est comme une économie de bulles, sauf que là, c'est de la propagande bulle. Et quand tout cela s'effondrera, il n'y aura plus rien pour maintenir le soutien européen et américain à l'Ukraine. Et l'hiver arrive. Et cet hiver, ce sera un hiver très noir, sombre, froid, désastreux pour les Ukrainiens. Zelensky l'admet lui-même. Il n'a rien fait pour préparer l'hiver. Et ce n'est pas tout. Tout empire parce que sa décision d'étendre ce conflit à Wildberries pour obtenir ce moment de propagande avec des entrepôts en feu et d'énormes flammes de fumée noire, censé prouver que la Russie s'effondre, s'est retourné contre lui. Car la Russie est maintenant en train de détruire l'intégralité du réseau de distribution ukrainien. Tous les entrepôts, les usines, tout disparaît. Et c'est la fin de leur industrie. Andrei Elmitsky, le général qui a conçu la guerre mentale, en 2021, au-delà de 2023, n'a encore aujourd'hui. Il a récemment publié un article dans lequel il disait « Vous savez, à tous ceux qui préconisent de frapper l'Europe, ce n'est pas nécessaire. Parce que maintenant que la Russie a retiré les gants,
il y a entre 30 et 33 centres de décision distincts en Ukraine, appelés centres de gravité. Et s'ils sont frappés, l'Ukraine s'effondre. C'est terminé. Et il a dit que désormais, il semble que la Russie mette les 33 dans le viseur. Et je pense que c'est là où nous en sommes actuellement. C'est quelque chose que la Russie aurait pu faire militairement il y a 2 ans. Mais elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que la guerre est le prolongement de la politique par d'autres moyens. On ne gagne pas les guerres uniquement sur le champ de bataille. Si vous faites des choses sur le champ de bataille qui, par exemple, amènent la communauté internationale à dire « vous en faites trop là », c'est injustifiable. On ne peut pas vous soutenir. Je suis désolé. La Chine devient un peu nerveuse face à ce qui se passe. Il faut garder la Chine avec vous. Il faut garder l'Inde avec vous. Il faut garder tous ces pays avec vous. Et pour ça, il faut être pragmatique, être concret, rester mesuré et ne pas faire monter les tensions. Je veux dire, il y a 2 ans, auriez-vous pu imaginer la Russie fermer tous les ports ukrainiens de la mer Noire sans la moindre réaction du monde? Pas la moindre réaction du monde. Pas la moindre réaction du monde. Il y a 2 ans, ils auraient hurlé « Poutine essaie d'affamer le monde ». Pourquoi? À cause de cet effort de propagande, de ces attaques de drones, le monde dit « Russie, vous avez provoqué l'ours. Alors ne vous plaignez pas maintenant qu'il est sorti de sa tanière et qu'il vous frappe avec ses pattes. » Voilà la réalité. Aujourd'hui, il n'y a plus de soutien pour l'Ukraine. La Russie est en train de faire s'effondrer son économie. Vous savez, comme je l'ai dit, en fermant les ports de la mer Noire, 60% de l'économie ukrainienne va maintenant dépérir. Ils ne peuvent pas acheminer leurs céréales jusqu'au marché. Enfin, tout le système. C'était donc une erreur stratégique de la part des Ukrainiens et de leurs alliés occidentaux de faire ça, parce que cela a légitimé tout ce que la Russie ne pouvait pas faire il y a 2 ans. Maintenant, elle le peut, politiquement, y compris sur le plan intérieur. Je veux dire, vous ne pouvez même pas qu'il est wasno, inalid, et sous souffle, ripouemov de position. Et vous savez, la Russie, même s'il y avait des gens, je me souviens qu'en 2024, je suis allé dans le Donbass. J'ai fait un petit tour de la Novorossia. Et je dois vous dire que je me souviens de l'état d'esprit des Russes. J'ai écrit un article qui s'adressait autant aux Russes qu'à l'Occident. Mais c'était en substance. Ces gens croient en la Russie. Vous savez, mais ils demandent où est la Russie. Parce qu'à la même période, je me déplaçais, j'allais à Novosibirsk, Yekaterinbourg, Ijevsk, Kazan, et ainsi de suite. Et c'était une nation qui n'était pas pleinement en guerre. Beaucoup de gens disaient « Nous n'aimons pas Bandera et nous n'aimons pas l'expansion de l'OTAN. Mais avions-nous vraiment besoin de cette guerre ?» Avait-on vraiment besoin d'une guerre avec l'Ukraine? C'était pas une majorité, mais il y avait suffisamment de gens pour qui c'était le cas. Et la dernière chose qu'un gouvernement russe veut faire, c'est quelque chose qui leur fasse dire « Ouais, non, là c'est trop, mec, c'est trop. » Et soudain, vous avez une opposition viable. Donc Poutine devait jouer ses cartes avec beaucoup de prudence. Il fallait garder le contrôle sur le champ de bataille sans mobilisation massive. Il y a eu ce coup unique de 300 000 hommes. Mais ensuite, en maintenant le soutien de l'opinion, vous obtenez 20, 30, 40 000 volontaires par mois qui s'engagent, ce qui permet à l'armée de continuer à s'étendre et à se développer. Il faut aussi gérer l'économie de manière à maintenir l'économie civile et commerciale en fonctionnement, tout en préservant la défense. On ne peut pas basculer rapidement l'industrie de défense, parce que ça provoquerait une rupture. Il faut conserver le soutien du monde pour que les gens ne soient pas seulement de votre côté sur le plan diplomatique, mais qu'ils investissent aussi. Vous savez, l'un des grands signes de la victoire de la stratégie de Vladimir Poutine,
C'est ce qui s'est passé au Forum économique international de Saint-Pétersbourg en juin dernier. 80 milliards de dollars ont été investis en Russie à ce moment-là. Et ce, alors que la Russie est attaquée par des drones. Et l'une des raisons pour lesquelles ils ont investi, c'est le discours que Vladimir Poutine a prononcé lors de la séance plénière. Il n'a pas mentionné la guerre une seule fois. Il a simplement parlé d'opportunités de croissance et de stabilité. Il a évoqué la guerre pendant la séance de questions-réponses et il en a parlé avec beaucoup de fermeté. Mais le fait est que Vladimir Poutine a fait preuve de génie dans la manière dont il a joué cela. Vladimir Putin has been a genius in how he's played this. And what he's done is by extending this war. Et ce qu'il a fait en prolongeant cette guerre, non pas par choix, mais par nécessité, au vu de ses actions, c'est de mettre chacun de ses adversaires dans une position très très fragile. Tous les dirigeants de la coalition des volontaires. Macron, quel avenir a-t-il? Aucun. Starmer, on sait quel avenir l'attend. Un Premier ministre encore plus affaibli et qui ne connaît rien à la défense. Merz, je ne sais pas. S'il continue à ouvrir la bouche, il pourrait ne pas, vous savez, ne pas survivre au vote de confiance. Il est fini. L'AfD est tout simplement en plein essor. 42% des Allemands soutiennent l'AfD aujourd'hui. La question n'est plus de savoir s'ils entreront au gouvernement. La question sera, pourront-ils gouverner sans avoir besoin de former une coalition si les choses continuent ainsi? Voilà, c'est tout. Vous savez, Mélanie représentait le grand espoir. Eh bien, elle aussi subit en ce moment des pressions politiques pour changer de position sur la Russie. L'Europe est en train de s'effondrer. Économiquement, ils n'ont rien. Militairement, ils n'ont littéralement rien. Il ne se passe littéralement rien chez eux. Ils sont incapables de bâtir une armée. Les Allemands, vous savez, ont fait ce grand discours, on va avoir le 4e Reich, bébé. On va reconstruire notre armée. 800 milliards d'euros. En 2030, on sera prêt à en découdre. Il nous faut 400 000 braves hommes allemands. On va envoyer des lettres à 300 000 hommes en âge d'être mobilisés, et ils vont affluer. On a tout ce qu'il faut. 532 ont répondu. 532 sur près de 300 000. Les Allemands ne vont pas faire cette guerre. Personne ne va faire cette guerre. Personne ne veut faire la guerre à la Russie. Aux États-Unis, on n'a rien. Je veux dire, si vous vous souvenez de 2022-2023, quand ça allait mal, c'était « la Russie va bombarder Kiev avec une arme nucléaire ». Vous vous en souvenez? C'était de la propagande occidentale. Mais la Russie. Et comment l'Occident a réagi? Parce que ce sont eux qui ont créé cette histoire. Ils voulaient dire, écoutez, si vous bombardez Kiev avec une arme nucléaire, on ne répondra pas avec des armes nucléaires. Non, 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 non. On interviendra avec une puissance militaire conventionnelle écrasante. On vous bottera le cul avec des armes à longue portée, tirées à distance. Et on va abattre tous vos missiles, parce qu'on a des PAC-3, bébé. On a le THAAD, on a tout. On est géniaux, on est merveilleux. Chris Donahue a même dit en janvier dernier qu'on pouvait prendre Kaliningrad du jour au lendemain grâce à notre supériorité. On est tellement géniaux. Et puis les Iraniens nous ont botté le cul, et on n'a plus de munitions. On n'est pas si géniaux que ça. Les États-Unis n'ont rien. On n'a rien. On doit maintenant revoir notre doctrine nucléaire. On arrive tôt, avec des armes nucléaires tactiques, parce qu'on n'a rien. Donc du point de vue russe, ils sont aux commandes. Ils n'ont plus qu'à maintenir le cap. Ne faites rien de précipité. Il n'y aura pas d'attaque contre l'Europe, mais ils ont pratiquement carte blanche pour faire tout ce qu'ils veulent en Ukraine en ce moment, parce que l'Ukraine est allée trop loin. Cela restera dans l'histoire comme l'une des plus grandes erreurs stratégiques jamais commises. Quand ils retrouveront l'officier du renseignement britannique qui s'est réveillé un matin et qui a dit « Dites donc, mon cher, je pense que ce serait peut-être une bonne idée de commencer à cibler Wildberries. Wildberries, c'est un détaillant russe en ligne.
mais c'est tellement important. Ça représente 1,3 milliard de dollars d'activité. Si on le fait s'effondrer, l'économie russe s'effondrera et on en aura fini, mon cher. Je pense qu'on devrait bombarder Whiteberries. Et Zelensky a répondu, d'accord, Whiteberries. Et puis ils l'ont fait. Et les Russes ont dit pourquoi, ce n'est pas une cible militaire. Vous savez, la Russie n'est pas devenue folle quand ils ont commencé à frapper les raffineries de pétrole. Beaucoup de gens pensaient qu'elle aurait dû le faire. Les Russes disaient, bon, vous savez, on bombarde des raffineries de pétrole. Et les raffineries de pétrole, c'est la guerre. Il y a eu l'attaque contre des bombardiers nucléaires en Russie. La Russie a dit, oui, mais ces bombardiers larguent aussi des armes conventionnelles contre eux. Donc c'est la guerre. Les Russes, vous savez, ils sont pas fous. Ce sont des acteurs très rationnels. Ils se disent, c'est la guerre. On va pas surréagir. Wildberries. Les Russes, c'est, allez vous faire voir. Boum, 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 et c'est fini. C'est fini. Les Russes y vont à fond maintenant, et personne ne dit quoi que ce soit. Moi, je veux savoir, où est cet officier du renseignement britannique? Il a pris sa retraite? Non, parce qu'il ne devrait plus ouvrir la bouche. Quiconque a dit, dites donc mon cher, c'est une bonne idée de frapper Whiteberries aujourd'hui. Je pense que c'est une bonne chose, on devrait le faire. Dehors, c'était peut-être la CIA. Qui sait? Vous savez, un type qui mâche du tabac. Je pense qu'on devrait élargir notre liste de cibles pour y inclure Whiteberries, parce que l'économie russe est fragile. Vous savez, parce que je suis spécialiste de l'économie, opérateur paramilitaire. Et je pense que si on bombarde Whiteberries, la Russie va dégringoler très vite. Non, tout ce que ça a fait, c'est énerver les Russes. Et maintenant, ils ont élargi leur liste de cibles. Je pense que ce serait une bonne idée de commencer à frapper des cibles dans la mer d'Azov, et peut-être d'étendre ça à la mer Caspienne aussi, pour démontrer la portée stratégique de l'Ukraine. Les Russes ont répondu, « Ouais, non, on ferme la mer Noire. » Personne ne pensait qu'ils le feraient. Et l'accord sur les céréales. L'accord sur les céréales. La Russie ne peut pas s'en prendre à l'accord sur les céréales. L'accord sur les céréales est sacro-saint. Oh mon Dieu, on ne peut pas s'en prendre à l'accord sur les céréales. Il n'y a plus d'accord sur les céréales. C'est terminé. Fini. C'est fait. Vous savez, les Ukrainiens sont allés trop loin. C'est précisément ce que la Russie essayait d'éviter. Souvenez-vous, je l'ai déjà dit, la raison pour laquelle Poutine n'a pas surréagi, c'est que si vous faites certaines choses, vous pouvez créer, vous savez, une cohésion qui rassemble des forces ne coopérant pas entre elles. Et elles interviennent. Et soudain, peut-être que l'Europe décide d'envoyer des troupes en Ukraine, d'instaurer, vous savez, une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'ouest de l'Ukraine. Ils le feront. Et cela ne veut pas dire que les Russes perdent, mais cela complique terriblement cette guerre, ce qui était la dernière chose que Poutine voulait. Donc Poutine a été très bon, très bon. Ce sont les Ukrainiens qui ont commis l'erreur stratégique. Que Dieu les préserve s'ils détruisent le pont de Kerch, et il ferait mieux de prier pour qu'aucun de leurs drones ne passe et ne frappe le Kremlin. Mais peu importe. Pour les Ukrainiens, c'est fini, là maintenant. Ils meurent. On parle de la capacité de la Russie à lancer plus de 200 missiles lors d'une attaque à venir. Je ne sais pas. Enfin, le groupe a dit que Magyar affirmait avoir été cité de travers. Mais ce que nous savons, c'est que les Russes sont capables d'en lancer, vous savez, 70. Peut-être qu'ils peuvent monter à 100. Et si vous ajoutez 500, 600 drones, ils peuvent vous envoyer 1000 engins qu'on ne peut pas abattre, parce qu'il n'y a pas de défense aérienne. Et ils peuvent recommencer, encore et encore, encore et encore. C'est fini. Vous concluez ça très bien, Scott. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir.
Très bien. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.